Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers sa perfection. Son ultime perfection pour être plus précis. Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent, parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Donc elle est parfaite au moment, à l'instant T, tout en étant perfectible. Jusqu'au moment où elle aura atteint une sorte de perfection indépassable. Donc, en gros, pour schématiser, on construit le paradis pour nos futurs descendants. Et on travaille à cette œuvre depuis que l'humanité s'est constituée. On travaille à cette œuvre. Et sans le savoir, on l'ignore. Et à mon sens, on n'est pas loin du moment où on va commencer à prendre conscience d'abord de l'intérêt de rechercher le sens de l'humanité, et puis de le confirmer, que la science puisse le confirmer. Alors ça sera dans le temps futur. En tout cas, cet état de perfection vers lequel nous allons, évidemment, il concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cette étape. Mais c'est notre destination, voilà, à mon sens. Et j'essaye de le démontrer le plus rationnellement possible, même si cette finalité n'est pas rationnelle et même si la rationalité est sujette à caution dans l'évolution de l'humanité. Alors, deux choses. La première, c'est que si vous pensez que ces vidéos ont de l'intérêt pour éclairer un peu cette idée de sens de l'humanité, alors que l'humanité, on dirait, elle avance sans... Les gens avancent sans se poser ce type de questions. Quand je parle avec des gens, je me rends bien compte que ils sont surpris quand je leur parle de l'évolution de l'humanité. En fait, ils n'y avaient pas pensé, tout simplement, parce que rien ne fait penser à ça. Rien ne propose une idée d'un but, d'une finalité, d'une orientation, d'un chemin, etc. C'est vraiment particulier, notre époque. Et donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec vos propres sites ou avec d'autres sites. Tout ça augmente la visibilité de l'espace. Et vous pouvez laisser des commentaires aussi, ça augmente la visibilité de l'espace. Et vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Et maintenant, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a la possibilité de faire un don. Voilà, ça va de 1 € à ce que vous voulez. Ça peut être une aide ponctuelle ou une aide mensuelle, par exemple. Et je vais utiliser cet argent, s'il y en a, pour développer la mécanique universelle, justement pour essayer d'avoir un webmaster pour gérer l'espace, développer le site, etc. Il y a de nombreuses choses. Je vous renvoie, si vous cliquez sur le lien, vous verrez exactement à quoi sert cette nouveauté. Voilà. Alors, je vais reprendre la vidéo sur laquelle je suis en train de digresser. C'est sur l'émission Avec Philosophie, consacrée au gai savoir sur Nietzsche. C'est le deuxième épisode et c'est la troisième ou la quatrième vidéo que je pratique. Alors je lance, je découvre en même temps la plupart du temps et je commente, je digresse à partir de là. Allons-y. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mosna-Savoie.
Toujours le gai savoir de Nietzsche, livre 2, paragraphe 100 lu par Nicolas Berger. Apprendre à rendre hommage, voilà la manière, ce que nous recommande, on pourrait dire Nietzsche, à l'égard du passé. Être courtois, savoir rendre hommage, être dans la gratitude, Yanis Constantinides. Voilà, là encore, c'est un texte un peu plus connu que le 9, mais un peu plus cité. Mais là encore, vous voyez un Nietzsche surprenant, parce qu'on a l'habitude du Nietzsche intempestif, iconoclaste, parfois un peu virulent, etc. Un peu destructeur. Philosophe destructeur, au marteau, briseur d'idoles, etc. Et là, on voit véritablement quelque chose d'essentiel chez Nietzsche, cette idée que la gratitude ne s'improvise pas. Il faut des générations entières pour que ça devienne sincère. Vous voyez, parce qu'on peut feindre la gratitude. Enfin, ça serait de l'obséquiosité. Voilà, on fait semblant on a un calcul politique, etc. Et on fait semblant, on est dans la flagornerie, etc. Mais chez Nietzsche, voilà, ça veut dire qu'on n'a pas compris le sens de ce qu'on doit remercier. Parce que quand on l'a compris, ce sens, c'est des remerciements sincères. Et évidemment, c'est une beauté magnifique. Et je pense que Nietzsche, là, depuis ces 2 épisodes, il y en a 4, hein, c'est chaque jour 1 heure de vidéos consacrées au gai savoir de Nietzsche. Et là, je découvre un Nietzsche complètement que j'ignorais, en fait, pour ne pas l'avoir lu correctement, et pas du tout même. La beauté et la densité, la dimension de ce philosophe. Et évidemment que remercier l'humanité, remercier nos frères humains qui ont construit cette humanité pour que nous soyons ce que nous sommes, c'est ce que fait la mécanique universelle constamment. J'essaye d'éclairer justement cette interdépendance, cette fraternité qu'on ignore, et même là, on ignore qu'on travaille tous ensemble à cette œuvre-là, et c'est tragique, c'est incroyable, parce que on se fait la guerre, on se déteste mutuellement, alors qu'on comprend pas parce que nous ne comprenons pas que nous construisons une œuvre d'art. Donc nous sommes des artistes, tous les 8 milliards d'êtres humains, tous, chaque être humain est un artiste de cette construction de l'humanité, de ce paradis que nous construisons pour nos descendants. Et ce, depuis que nous sommes l'humanité. Et c'est magnifique de pouvoir... Il faut beaucoup de travail dans le corps pour rendre possible des valeurs aristocratiques, des valeurs nobles, comme le sont la courtoisie ou la gratitude. Ça, les valeurs nobles. C'est un thème archi rebattu aujourd'hui, mais je dirais que on peut en revanche s'en sortir très vite. C'est-à-dire que... Ah, ça c'est très intéressant, parce que si c'est ça l'aristocratie dont il parle, elle est chez l'ouvrier comme chez l'aristocrate. Hein. Donc c'est vraiment... Les téléphones portables, le numérique aujourd'hui a produit un processus de décivilisation, si on peut répondre à Norbert Elias là-dessus, au point où, comme disait David Le Breton dans une chronique au Monde, c'est la fin de la conversation. Oui, David Le Breton, qui est un sociologue qui justement a travaillé sur cette omniprésence du numérique et notamment des téléphones, dans ce que ça change dans nos conversations, les messageries instantanées par exemple, en quoi ça modifie le rapport normal conversationnel qu'on avait. Voilà. Mais comment ils font ces êtres humains pour avoir tout lu, tout compris, tout... Mais c'est dingue. C'est juste un cas particulier, mais comme le dit David Le Breton, il y a... Si je reçois une notification pendant que j'ai discuté avec quelqu'un, je vais toujours interrompre ma conversation pour voir de quoi il s'agit. Alors c'est peut-être tu as oublié d'enlever ta voiture, une arnaque de SMS, vous savez, ou quelque chose de grotesque comme ça. Mais tout message est plus important virtuellement pour moi que la conversation que je suis en train de tenir. Et voilà, ça fait, je suis conscient que ça fait discours de vieux con, clairement maintenant, mais moi je reproche beaucoup à mes étudiants d'avoir absolument abandonné toute courtoisie, c'est-à-dire on vous salue pas dans les couloirs, par exemple. Bon, faut pas imaginer, c'est plus possible d'imaginer une gratitude en fin d'année pour une année de cours, etc. Donc voilà, c'est une valeur finalement qu'on a forgée au fil du temps. Voilà un exemple, la courtoisie d'héritage, une valeur qui doit s'installer très longtemps parce que la nature humaine... C'est pas ce que j'ai vu alors à la fac de Nice. Je trouve qu'il y avait quand même une sorte de bienveillance quand même de la part des élèves comme ça.
Alors là, c'est des étudiants en art, c'est autre chose. N'est pas dans de la Peut-être. gratitude, et on le revoit aujourd'hui, et qui Ou est alors en ça a même temps vraiment fragile, une changé. construction fragile. Mais on voit bien aussi dans le texte que la courtoisie ou la gratitude, c'est quand même très ambigu. C'est-à-dire que rendre hommage, c'est aussi être presque soumis, voire obséquieux à l'égard du passé. Et vous-même, vous l'avez dit, Anis Consordini-Didet, j'ai l'impression de faire vieux con, mais il y a aussi une forme de muséification. C'est-à-dire on est dans le patrimoine. Ce qui était avant, c'était forcément mieux. Vous voyez comment Nietzsche permet d'éviter cet écueil-là, ou au contraire, en fait, Nietzsche est quand même un réac, et le Gai Savoir le montre dans ce paragraphe. Non, pas du tout. C'est parce que au final, c'est le développement de l'empathie. Alors, être un vieux réac, ça serait pouvoir penser que c'était bien à l'époque de l'aristocratie, ou je sais pas, des choses comme ça. Mais tout ce qui permet à l'humanité de développer son empathie, de développer son respect d'autrui, sa vision d'autrui, eh bien, ça va dans le sens de l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Donc, c'est le bon sens. Donc, il n'y a pas de raison de perdre ce bon. On peut s'offusquer du fait d'avoir perdu des choses qui nous servent et qui serait bien de remettre en route pour améliorer l'empathie de l'humanité. Pas grave. Alors, il pourrait passer pour un réac, je ne cache pas. Ce serait pas grave, d'ailleurs. Et ça serait pas grave en soi, mais en fait, ce que vous dites là est absolument essentiel, parce que c'est la critique que Marinetti, le futuriste italien, a fait de Nietzsche dans un texte fabuleux qui s'appelle Ce qui nous sépare de Nietzsche. Alors, il accuse Nietzsche d'être un passéiste, malgré son désir d'avenir, etc. Et dit Nietzsche est un passéiste dont le surhomme a les pieds entravés de longs textes grecs. Voilà, donc Nietzsche, en fait, est attaché aux valeurs du passé, notamment à la courtoisie, alors que les futuristes étaient des gens qui faisaient le coup de poing facilement. Mais on a vu ce que ça a donné. Cette nouveauté, les futuristes, ils sont rentrés dans le fascisme. Ils sont rentrés dans l'idée ils ont suivi Mussolini qui faisait le gros bras, qui pensait qu'il fallait être impitoyable, etc. Donc on voit bien que tout ça, c'est un vrai retour en arrière, de contester, de vouloir refaire les Romains, refaire telle ou telle civilisation antique. C'est ça, on voit ce que ça a donné. Qui était dans la provocation constante, etc. Mais ici, il ne s'agit pas d'obséquiosité ou de respect excessif du passé, de révérence du passé qui serait écrasante. Attention, ne pas vous laisser écraser par vos monuments, disait Nietzsche dans Deuxième Inactuel à propos de ceux qui admirent le passé sans rien en faire. Non, la gratitude, c'est vraiment un geste aristocratique. C'est la capacité de montrer de la reconnaissance. Parce que ce qui caractérise l'individu, le self-made man, c'est justement son mépris des conventions, son mépris des bonnes manières. Et chez Nietzsche, dans sa vie aussi, parce que c'était quelqu'un de très courtois, très poli, toutes les vieilles dames qui allaient le voir à Turin, enfin qui le croisaient, disent que c'était un monsieur adorable. Personne n'aurait imaginé que c'était l'antéchrist, l'immoraliste. C'est très très drôle. Bah oui, c'est un petit bonhomme. Il n'était pas un peu hypocrite? Non, c'est parce que c'est deux mondes. Voilà, ça a rien à voir. C'est une nature empathique qu'on a et qu'on peut pas enlever. C'est tout. Moi, je me comporte exactement comme ça. Je suis d'une courtoisie incroyable avec tout le monde, avec n'importe quel être humain. Voilà. Et ça ne m'empêche pas de critiquer complètement le système, d'avoir des propos révolutionnaires, etc. Voilà, ça ne veut rien dire du tout. Ce qui est intéressant là dans Nietzsche, c'est qu'en plus, il maîtrise tout, quoi. Il n'a pas écrit, c'est pas des coups d'épée comme ça. Il y a quand même une sorte de conscience incroyable. Ou alors c'est la façon dont il est présenté. C'est-à-dire qu'on saute des choses dans sa pensée, mais en tout cas, ça a l'air très structuré.
Je ne crois pas du tout que c'est de l'hypocrisie. Je crois que cette courtoisie est une force parce que c'est le refus du ressentiment. Pour moi, la gratitude, c'est le contraire du ressentiment. Le ressentiment, ça n'a été jamais dit, me semble-t-il clairement, mais le ressentiment, cette incapacité à digérer le passé. C'est-à-dire cette obsession de voir ce qui m'a nui dans le passé. Je ne retiens que ce qui m'a dérangé dans le passé. Et la gratitude conduira à la mort fati. Il y a un lien direct de la gratitude à l'amour du destin chez Nietzsche, à la mort fati. C'est de dire oui à l'ensemble du passé. C'est ça la gratitude. C'est un geste noble, c'est-à-dire ça m'a nui. Il y a des moments, bien sûr, que j'aimerais ne pas revivre, comme tout le monde, etc. Et puis c'est la compréhension de ce passé, puisqu'il dit bien qu'on est construit de ce passé et que nous sommes les fruits de tout ce qui s'est fait avant. Et donc, on doit avoir aucun ressentiment sur ce qui a été réalisé, parce que ce qui a été réalisé non seulement ne pouvait pas se réaliser autrement, puisque ça s'est réalisé ainsi, et qu'il n'y avait qu'une solution, celle qui s'est véritablement réalisée. Les autres voies, c'était de l'imaginaire. On peut dire, par exemple, oh, j'aurais dû faire, mais cette voie-là, elle n'existe pas. C'est juste une illusion qui nous sert à réfléchir, mais qui n'était pas possible. On n'a pas deux solutions. Celle qu'on prend, c'est la seule qu'on peut prendre. On ne peut pas en prendre deux pour être sûr. Il faudrait pouvoir expérimenter les deux voies. Je vais à gauche ou bien je vais à droite. Mais ce qui va m'arriver à droite, j'en sais rien du tout. Ce qui va m'arriver à gauche, je vais prendre la gauche. Donc, c'est l'inverse d'ailleurs. Je vais prendre la gauche et je verrai ce qui va arriver. Mais l'autre, je peux toujours dire, il aurait pu m'arriver, etc. Ça n'existe pas, cette partie-là. Donc, aimer ce qui nous arrive, c'est fondamental, quoi. Ça veut dire que c'est une véritable compréhension et de la construction de l'humanité. Comment se construit l'humanité. Mais je dis oui à tout. Je dépasse ce ressentiment qui est si courant aujourd'hui. Mais quelle marge de manœuvre a l'homme chez Nietzsche si la seule possibilité qu'il a, c'est de dire oui? C'est-à-dire qu'en fait, j'en suis quand même à me demander, Yanis Constantinides, si Nietzsche, sous ses dehors un peu tapageurs, je renais, je suis ivre de guérison, et moi je vais vous dire que vous êtes trompé partout, en fait, la seule chose qu'il nous dit quand même, c'est de dire oui à tout. La différence, c'est qu'on dit oui, en fait, qu'on accepte tout avec un grand sourire et dans la gaieté. Alors, c'est pas le oui, c'est pas le oui benet, hein. Mais quoi qu'il arrive, on dit oui à tout, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Même si tu résistes et que tu dis j'aurais pas dû, ça aurait pas dû m'arriver, c'est injuste, etc. Tu peux trépigner, pleurer, faire ce que tu veux. Tu es obligé à un moment de le digérer. Si tu le digères pas, peu importe, ça changera rien au cours de ce qui devait se passer et ce qui est arrivé. Donc quoi qu'il arrive, on digère tout. Alors autant le digérer avec joie, comme dit Nietzsche. Et c'est pas le oui de la soumission, c'est le oui de l'acceptation supérieure. Mais en quoi ce oui serait celui de l'acceptation supérieure? Parce que ce qui est plus fréquent, et je pense que c'est le cas encore aujourd'hui, c'est le dire non. C'est le refus par principe de certaines choses. Le refus aujourd'hui, je sais pas, des heures sup, le refus de s'engager trop, le refus de ci, refus de cela, sous prétexte de liberté, sous prétexte c'est le refus des heures sup qui me fait rire. Ouais, mais ouais, sous prétexte. Là, c'est un peu... De quoi vous nous parlez là, monsieur? Le refus des heures sup. C'est une arnaque absolue du système, les heures sup. On augmente les prix, donc on appauvrit le peuple, les ouvriers, et puis on leur dit voilà, si vous voulez gagner plus, faut travailler plus pour gagner de quoi payer la différence au passage à l'euro. Là, c'est comme ça qu'on s'est fait véritablement arnaquer entre les marchands et Monsieur Sarkozy et ses colistiers là. De défendre son intégrité, etc. Non, je dirais franchement, le dire oui de Nietzsche n'est pas du tout hypocrite ou obséquieux. C'est plutôt cette idée qu'on va passer sur ce qui peut individuellement nous déranger dans une situation. C'est-à-dire passer outre.
Voilà. Pour bien comprendre cela, je pense là encore au rapprochement que j'ai fait avec les sagesses orientales, mais c'était ce fameux sage zen qui, quand il voit l'erreur d'un débutant, fait semblant d'avoir une poussière dans l'œil, vous voyez, pour détourner le regard. Pour ne pas dire, ah non, vous savez, un maître un peu chiant aujourd'hui replacerait le jeune en disant, non, non, tu as mal fait les choses, voilà, etc. Donc savoir détourner le regard, voilà pour Nietzsche, vous voyez, si on pense à un dire oui un peu plus noble, savoir détourner le regard, ne pas insister sur des petites choses, comme beaucoup de gens, vous savez, qui sont mesquins, petits dans la critique. Et à quoi on dit oui et à quoi on dit non? Parce que on peut être courtois à l'égard du passé, envers certains traits, certaines, je ne sais pas moi, inventions, certaines pensées. On doit aussi savoir reconnaître en soi ce qui tient à notre lignée, ce qui ne vient pas forcément de nous, mais il y a aussi des choses que l'on peut écarter, qu'on peut ne pas vouloir reproduire, qu'on peut ne pas vouloir réitérer. Bien sûr. Oui, alors il n'y a pas du tout de pensée du traumatisme du passé chez Nietzsche, ce genre de choses, et de comment guérir d'un traumatisme, etc. Mais encore une fois, il faut dire oui à l'ensemble du passé. On ne peut pas choisir en fait. Il faut être même courtois, même Voilà. par exemple si on pense à l'histoire, là c'est quand même difficile de se dire qu'on va être courtois à l'égard par exemple de tous les hommes politiques qui nous ont gouvernés. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette histoire-là, moi on peut ne pas être reconnaissant à l'égard de cette histoire. On peut ne pas être reconnaissant, mais on peut être courtois. C'est là, c'est presque pascalien, vous savez, montrer le demi-habile, c'est celui qui va montrer son mépris à un homme politique ou à un dirigeant ou un directeur qui n'est pas. Mais en réalité, on peut critiquer, on peut dire les nazis, ce qu'ils ont fait, c'est une catastrophe, c'est une horreur, voilà. Il faut se prémunir des génocidaires et d'ailleurs on l'a pas fait puisque si on l'avait fait, il se serait arrêté les génocides et ils se sont reproduits. Donc ça veut dire que le fait de dire voilà les méchants, voilà les pires, voilà etc., les pointer du doigt sans réflexion, ça sert à rien. L'intérêt, c'était de dire bon, c'est passé, ça s'est réalisé, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas enlever cette chose-là, on peut critiquer tout ce qui a été fait, il faut voir si ce que ça a apporté contre leur volonté à l'humanité, est-ce que l'humanité a été obligée de se fédérer derrière, de faire tout un tas de choses par les atrocités qui ont été commises, etc., etc. Et donc, voilà, après... à la hauteur de ce qu'il devrait être, mais l'habile, c'est celui qui, sans du tout se compromettre, montre de la courtoisie. Je pense que souvent, on confond la courtoisie, la gratitude, avec l'obséquiosité, avec un certain abaissement où voilà, on cherche un intérêt, etc. Mais voilà, il faut savoir surmonter, c'est l'obsession de Nietzsche, le ressentiment vers le passé. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on voulait être quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a réussi à surmonter ça que les Français, je crois que c'est Mitterrand qui est allé prendre la main de Kohl en Allemagne, ou je ne sais pas qui avant, peut-être De Gaulle d'ailleurs l'avait fait. Bon, voilà, ça veut dire il faut en finir avec le ressentiment. Mais le ressentiment, c'est archaïque quand on y réfléchit. Le ressentiment, c'est l'œil pour œil, dent pour dent, c'est la vengeance. C'est en fait ce qui va faire que 3 générations après, on continue à massacrer la famille d'à côté parce qu'on ne sait même plus pourquoi, mais il faut se venger parce que on peut pas on n'arrivera pas à communiquer. Moi, je le vois ici dans mon village, il y a des gens, ça fait des décennies qu'ils ne se parlent pas. Voilà le ressentiment tel qu'il est. D'autres. Si on veut modifier une partie de notre passé, c'est qu'on est en train de dire je voudrais être quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens, vous voyez ? Je ne peux pas modifier mon passé par définition. Je peux l'accepter, je peux le faire le déni aussi, du déni de mon passé, mais il vaut mieux l'accepter pour après faire autre chose. Ça permet de réellement se libérer des aspects pesants du passé, ne plus leur accorder l'intensité qui était la leur et qui reste chez le ruminant. Voilà. Et bien sûr, et puis c'est très important, mine de rien, parce que on est le fruit de ce passé. Évidemment, Nietzsche
et a vécu avant Auschwitz. Ça, c'est clair, ça fait une différence. Mais des catastrophes, il y en avait eu, il y en a eu. Donc, on est les fruits de ce passé. L'humanité actuelle, elle est le fruit de tout ce qu'elle a vécu, et y compris les millions ou les milliers de croix que les Romains mettaient sur toutes les routes en crucifiant des êtres humains, en les torturant, en faisant des choses horribles, quoi. Bon, voilà, eh ben, on est le fruit entre autres, de ça. On est le fruit de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut idéaliser, justement. Ceux qui idéalisent, c'était par exemple les fascistes qui ont idéalisé les Romains. Et là c'est hyper criminel. Mais par contre, on est le fruit de ce que les Occidentaux ont fait en Amérique ou en Afrique. Génocide et esclavage, colonisation, pillage, etc., torture et j'en passe. Alors, on est le fruit de ça, on est obligé de l'accepter, il faut voir ce que ça a apporté et il faut faire son mea culpa, il faut condamner, il faut que l'Occident regarde ça en face, qu'il soit jugé, etc., etc. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rester dans le... Nadine Nietzsche vous dit, il y a des gens qui n'en finissent jamais avec certaines choses, c'est les dyspeptiques de la morale. Et ils sont sans cesse en train de ruminer ce qui leur est arrivé. Ils ne tournent jamais la page, en fait. L'humanité à venir. Qui sait ressentir l'histoire des hommes dans son ensemble comme sa propre histoire, éprouve en une universalisation formidable toute l'affliction du malade qui pense à la santé, du vieillard qui pense au rêve de sa jeunesse, de l'amoureux à qui l'on ravit la femme qu'il aime, du martyr qui voit périr son idéal, du héros au soir de la bataille qui demeure indécise et lui a pourtant valu des blessures et la perte de son ami. Il a été confronté à ça, évidemment, puisque la femme qu'il convoitait, peut-être une des femmes qu'il convoitait, Lou Andrea Salomé, est partie avec... elle avait choisi, elle n'avait pas choisi lui, mais il aurait pu rester dans le ressentiment et se gâcher l'existence, etc. Il a fallu qu'il fasse l'effort de sortir de cette chose-là pour faire son œuvre. Voilà, il démontre à quel point il aurait pu avoir le ressentiment du fait que personne ne le connaissait, il était sous-estimé, il a travaillé dans l'abnégation. Et quand il a enfin été célèbre, il avait perdu la raison. Mais savoir supporter cette formidable somme d'afflictions de tout genre, et demeurer cependant le héros qui, lorsque se lève un second jour de bataille, salue l'aurore et son bonheur en homme qui a face à lui et derrière lui un horizon de millénaires. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que idéaliser cette souffrance, c'est peut-être pas ça fonctionne pas dans la mesure où l'humanité doit aller à sa perfection. On peut pas faire autrement. On conduit cette humanité là-bas. Donc, ce qui veut dire que on doit s'opposer à la souffrance, à ces souffrances, même si c'est héroïque. C'est clair que c'est héroïque et c'est clair qu'il y a l'énergie spirituelle de la souffrance. Ceux qui passent à travers la souffrance, ils grandissent à des allures inouïes, etc., etc. Il y a quelque chose de fondamental là derrière. Mais l'idéaliser avec presque l'idée qu'il faut que ça reste ainsi, il ne faut pas qu'on travaille sur la souffrance, il ne faut pas qu'on réduise cette façon cette partie de l'existence, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Alors, c'est ce qu'il voulait, hein, puisqu'il voulait en réalité qu'il avait peur qu'on perde notre énergie si on n'était plus dans la combativité, si on n'était plus confronté à cette souffrance, confronté
à tout ce qui est dur à vivre, etc. euh, et qu'on perde un peu le goût de l'existence. Non, justement, voilà, sa peur-là, elle est à mon sens euh, exagérée. Parce que l'humanité trouvera la solution pour vivre dans un monde en paix où il n'y a plus la souffrance, par exemple. On peut arriver à trouver comment vivre pour pas perdre d'énergie, pour pas se laisser aller, pour pas, voilà. En héritier de toute l'aristocratie de l'esprit passé, et en héritier à qui incombe des obligations, en homme le plus noble de tous les nobles anciens, et en même temps premier-né d'une noblesse nouvelle, tel que n'en vit et n'en rêva encore aucune époque, prendre tout cela sur son âme, le plus ancien, le plus nouveau, les pertes, les espoirs, les conquêtes, les victoires de l'humanité, détenir enfin tout cela d'une seule âme et le condenser en un seul sentiment, voilà qui devrait produire un bonheur que l'homme n'a pas encore connu jusqu'à présent. Un bonheur de Dieu, débordant de puissance et d'amour, débordant de larmes et débordant de rires, un bonheur qui, tel le soleil le soir, prodigue et répand continuellement dans la mer les dons de son inépuisable richesse, et qui, comme lui, ne se sent jamais plus riche que lorsque même le plus pauvre des pêcheurs a encore pour ramer une rame en or. Là, c'est les dieux, c'est être comme les dieux de l'Antiquité. Mais ça, c'est-à-dire avec les dieux qui avaient des comportements totalement humains. Ils pouvaient violer des femmes, ils pouvaient tuer, ils pouvaient détruire tout sur leur passage, etc. Ils miment, les hommes étaient à ce niveau-là. Mais là, c'est des dieux qu'on pourrait appeler des dieux matériels. Voilà. On a évolué après. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, après, ont amené l'idée d'un Dieu supérieur complètement transcendant. Alors oui, devenir des dieux, avec ces dieux justement du judaïsme, du christianisme, c'est incarner les dieux, c'est atteindre l'extase. Et c'est ce que ne voulait pas justement Nietzsche. Il voulait en fait qu'on reste à l'époque des dieux, on pourrait dire, archaïques. Mais l'humanité a évolué, elle a choisi les dieux du judaïsme, du christianisme, de l'islam, c'est-à-dire un Dieu qui est la somme d'amour et qui est le moteur de l'extase et de l'amour. Ce sentiment divin vers lequel s'appellerait alors humanité. Et l'humanité, là, oui, c'est ce que nous sommes. Livre 4 du Gai Savoir, paragraphe 337, lu. Et quelle lecture par Nicolas Berger. On va arrêter là. Vous aussi encore, Yanis Constantinides, qui nous avait indiqué ce texte. On a là à la fois cet homme, humanité même plutôt, qui sait à la fois tout embrasser de son passé, l'accepter, lui dire oui et en même temps se lever pour un second jour de bataille, pour une nouvelle aurore. Oui, voilà, c'est là où l'humanité de l'avenir, c'est le titre de ce paragraphe, et l'humanité entre guillemets. L'idée de Nietzsche, depuis toujours, je vous l'ai dit, depuis les textes de jeunesse, c'est jusqu'où l'homme peut aller. Voilà. Je pense toujours à la phrase de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Et on trouve ça dans Zarathustra un peu plus tard, vous savez, dans la distinction entre le surhumain et le dernier homme. Nietzsche aime bien indiquer ce grand écart entre ce que l'homme peut devenir, de meilleur, si on peut dire, sans sous-entendu moral, et ce qu'il peut devenir de pire. Le dernier homme, qui est l'homme d'aujourd'hui, on doit le dire, qui veut son petit feuilleton sur Netflix, son petit plaisir par-ci, par-là, et à la fin une grande dose pour mourir tranquillement, soins palliatifs et hypnovel pour finir. Donc chez Nietzsche, on imagine, alors c'est peut-être de l'ordre du fantasme, de l'utopie, on dira ce qu'on veut, mais on imagine une humanité qui ira bien au-delà de cette... je ne vais pas dire sous-humanité, parce que le terme est évidemment très connoté, mais de cette humanité médiocre, qu'il entrevoit aussi Nietzsche à l'époque, cette humanité supérieure, voilà, c'est des termes maladroits, mais qui... noble, on pourrait dire. Voilà, humanité noble,
qui, elle, justement, aura vaincu le ressentiment et reprendra le meilleur de l'héritage, cette fois, là on n'est plus dans le cadre familial, le meilleur de l'héritage de toutes les grandes époques. C'est pour ça que Nietzsche prend toujours des exemples, vous savez, de Napoléon, de réussite un peu accidentelle dans l'histoire, César Borgia, enfin, avec un peu de provocation, et d'autres pour dire, voilà, ces hommes supérieurs ont toujours existé, mais à titre d'accident. Ils étaient des sortes de miracles, voilà. Donc, comment créer une communauté de surhumains qui serait plus étudiée, si on peut dire, éduquée. Bon, on est bien d'accord que si on était à 90% de César Borgia, de Napoléon, d'Alexandre le Grand, dans la vie, là, il y aurait un bruit, un vacarme, des cris, des hurlements, des charges, des violences. Bon, ça serait insupportable. Heureusement qu'on ne va pas vers ce type d'individus. Parce que plus ils sont là et plus ce sont des dominants, donc ils vont pas se laisser dominer, ils vont se battre pour voir qui est le meilleur des dominants, donc ça serait des luttes jusqu'à ce que un système nouveau, une hiérarchie nouvelle, le plus fort s'impose, puis en dessous un peu moins forts, puis un peu moins fort, mais on est toujours dans un système de dominance. C'est un système mafieux, en fait. Il y a les chefs de la coupole, ils sont quelques-uns, et puis en dessous, il y a les capots, les chefs machins, puis en dessous encore d'autres trucs, et puis les exécutants. Mais ils sont tous dans la criminalité. Voilà. Ils sont tous dans la violence, dans le fait de... Et en bas, il y a le peuple qui est complètement abusé, maltraité. Voilà. Donc, ça ne serait pas viable, ce type d'être humain, tel que je viens de l'entendre là. Et voilà, c'est les questions des plantes. Nietzsche parle de pépinières, de plantes humaines qu'on pourrait élever pour exprimer ce que l'humanité a de meilleur. Alors c'est intéressant, Yanis Constantinides, parce qu'il faut quand même dire, au paragraphe 125, Nietzsche nous annonce que Dieu est mort. C'est un des classiques. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Et je vais dire merci de votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, à la prochaine vidéo. Merci.